Non, non, on est là. Vous êtes avec moi? Vous arrivez à voir les slides? Parfait. Donc, je continue. Vous voyez les slides? Parce qu'il y a eu un petit souci de connexion. Parfait. Donc, ça peut siéger dans n'importe quel territoire, mais principalement au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres inférieurs. Mais d'autres sites peuvent être vus également au niveau des mandibules, au niveau du crâne, au niveau du thorax. Alors, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le syndrome pied-main chez les tout-petits, c'est un aspect de dactylite, donc on voit qu'il y a une vaso-occlusion au niveau des petites phalanges, au niveau des métaphyses, et ça donne une douleur, ça donne de l'œdème, donc c'est la souffrance de l'organe, ça siège au niveau des mains et au niveau des pieds. Il peut faire aussi des douleurs abdominales, donc fréquentes chez l'enfant, mais il ne faut pas passer à côté d'une séquestration splénique, c'est-à-dire une vaso-occlusion au niveau de la rate, parce que la rate, quand il y a une vaso-occlusion, elle augmente de volume, il y a de l'œdème et on peut avoir donc un risque de rupture de rate. Le syndrome thoracique aigu il se manifeste par une symptomatologie pulmonaire. On a une douleur thoracique associée ou non à un fébricule à 38,5, à des manifestations pulmonaires telles qu'une dyspnée ou une toux. L'auscultation, on peut trouver des râles, on peut trouver des matités. Ce n'est pas spécifique du syndrome thoracique. Toutes les images, toutes les symptomatologies peuvent faire penser à un syndrome thoracique aigu. Et à la radiologie, on a l'apparition donc d'opacité diffuse, progressive, qui peuvent donner même un aspect de poumon blanc et avec même des épanchements pleuraux. Alors, au début du syndrome thoracique aigu, je peux avoir une image radiologique normale et les choses risquent d'évoluer d'une heure à une autre jusqu'à arriver à une détresse respiratoire qui justifie la mise en place du patient en soins intensifs. Donc, c'est pour ça que la surveillance d'un patient qui a un syndrome thoracique aigu est très importante. Alors, ce syndrome thoracique aigu, il est secondaire à quoi? Alors, le syndrome thoracique aigu, il est secondaire généralement à une vaso-occlusion. Soit une vaso-occlusion, il y a eu une falciformation. Cette falciformation, soit directement au niveau pulmonaire, au niveau des vaisseaux pulmonaires, ou c'est un patient qui a fait une vaso-occlusion au niveau de l'os. Et de l'os, il y a eu une migration. On a de la graisse, il y a eu un infarctus, il y a eu une migration d'un embole graisseux. Et ça a donné un tableau d'embolie pulmonaire, d'embolie graisseuse. L'autre complication aiguë, c'est le priapisme. C'est quoi le priapisme? C'est une érection anormalement prolongée, très douloureuse, irréductible, donc survenant en dehors de toute stimulation sexuelle. On peut l'avoir même chez le tout petit, chez l'enfant, chez le nourrisson. C'est une vaso-occlusion au niveau des corps caverneux. Et on la voit essentiellement chez les sujets qui ont des hypoxies nocturnes. On recherche à ce moment-là systématiquement des anomalies au niveau de la sphère ORL, donc ou au niveau pulmonaire, quelqu'un qui ronfle la nuit, quelqu'un qui a de l'asthme, quelqu'un qui a une hypertrophie amygdalienne. Donc, on doit rechercher ces facteurs de risque d'hypoxie, on doit les traiter. Pourquoi? Parce que le priapisme risque d'être récidivant, et s'il est récidivant, il va donner une atrophie, de la fibrose des corps caverneux, et ça peut donner une impuissance, et donc l'impact psychologique sera important. Alors, l'autre site, ce sont les accidents donc, vasculaires. Les accidents vasculaires, il peut faire une vaso-occlusion au niveau d'un vaisseau, d'un vaisseau cérébral, et donner un AVC ischémique. Mais je peux avoir également, on l'a dit dans la physiopathologie, qu'avec le temps, plutôt qu'il y avait une adhésion des globules rouges à la paroi vasculaire et ceci engendrait une falciformation et une vaso-occlusion. Cette adhésion des globules rouges à l'endothélium est récidivante parce que c'est une affection qui est chronique et l'endothélium réagit à cette adhésion lui aussi. Il n'y a pas que le globule rouge qui va falciformer, l'endothélium de la paroi vasculaire va s'épaissir. Et quand il va s'épaissir, avec le temps, il va faire rétrécir la lumière du vaisseau et ça va donner une vasculopathie avec le temps sténosante. Et c'est elle qui va être à l'origine d'un AVC ischémique.
Donc, l'AVC chez le drépanocytaire, il peut être de survenue brutale parce qu'il fait une vaso-occlusion au niveau des vaisseaux cérébraux, comme il peut être secondaire à une vasculopathie sténosante qui s'installe progressivement depuis l'enfance, donc pour donner à l'âge adolescent ou à l'âge adulte un AVC. Quand on a une vasculopathie sténosante, alors les choses sont faites de telle manière qu'on a une vascularisation collatérale de supplémentation, mais cette vascularisation de supplémentation, elle n'est pas de bonne qualité, la paroi vasculaire, elle est très fragile. Et s'il y a une hyperpression à ce niveau-là, on risque d'arriver à un AVC hémorragique. Donc, on part d'un AVC ischémique pour arriver à un AVC hémorragique. C'est pour cela que chez les tout petits, on commence normalement dans le bilan de retentissement annuel à rechercher cette vasculopathie cérébrale pour mettre en place un traitement précocement avant d'arriver à l'AVC. C'est clair jusque-là? Alors, n'hésitez pas à m'écrire les questions et on y répondra tout à l'heure. Alors, deuxième complication que va faire l'individu, c'est une aggravation de son taux d'hémoglobine de base, c'est une aggravation de son anémie. Il avait 7-9 grammes d'hémoglobine, à un moment donné, il va faire 4 grammes d'hémoglobine. Par définition, on parle d'une aggravation du taux d'hémoglobine quand on a une chute de 2 grammes par décilitre par rapport au taux d'hémoglobine de base. C'est pour ça que le sujet doit connaître son taux d'hémoglobine de base. Ça fait partie de l'éducation thérapeutique des individus. Alors, pourquoi on a une aggravation de l'anémie? Soit qu'il a fait une séquestration splénique, une vaso-occlusion au niveau de la rate, et donc la rate va augmenter de volume, et quand elle augmente de volume, on l'a dit hier, son pouvoir phagocytaire augmente, donc elle va faire chuter le taux d'hémoglobine. Soit qu'il a fait une érythroblastopénie, ça veut dire que suite à des infections, les infections telles que le parvovirus aiment bien les érythroblastes, donc quand on fait une infection virale à parvovirus, le virus va aller se fixer sur les érythroblastes de la moelle, il va les détruire. Donc, l'anémie qui était très régénérative, suite à l'hémolyse, elle va devenir arégénérative par défaut de production centrale. Il peut faire aussi une nécrose médulaire. La moelle osseuse aussi, c'est un tissu, elle est vascularisée. Le sujet peut faire une vaso-occlusion au niveau de la moelle osseuse et ça va donner donc une aggravation de l'hémoglobine et même une pancytopénie. Alors, il peut faire une carence en folate. On a dit hier que les sujets qui faisaient des hémolyses chroniques répétées, qui avaient une hyperactivité médulaire, avaient besoin de folate de façon systématique. S'il ne prend pas ses folates, s'il y a un défaut de folate, la moelle va s'arrêter. Et l'anémie, vous l'avez fait dans l'anémie mégaloblastique. Donc, l'anémie qui était régénérative dans la drépanocytose suite à l'hémolyse, elle va devenir arégénérative par carence en folate. Et bien sûr, il y a le risque, on va le voir tout à l'heure, d'hémolyse post-transfusionnelle. L'autre complication que fera le patient, c'est, on l'a vu tout à l'heure, que surtout chez les tout petits, on risque d'avoir des infections répétées. Pourquoi? Parce que d'abord, il risque d'avoir une asplénie fonctionnelle, donc une disparition donc de la rate. La rate est un organe lymphoïde, c'est un organe producteur de lymphocytes et d'anticorps. Donc, si on fait disparaître une rate, l'immunité de l'individu diminue. Toutes les infections, tous les germes peuvent être incriminés. On peut avoir des infections à localisation multiple, mais il faut faire attention et ne pas passer à côté d'une ostéomyélite ou d'une arthrite quand on a une crise vaso-occlusive ostéo-articulaire simple. Alors, il a mal au niveau de l'articulation. L'articulation, elle peut être un peu œdémaciée par rapport à la vaso-occlusion. Elle peut être chaude parce qu'il y a une souffrance à ce niveau-là. On met un traitement pour une crise vaso-occlusive et on surveille le malade. Si les choses évoluent au bout de 24-48 heures, tant mieux. C'est une crise vaso-occlusive. Si maintenant les choses n'évoluent pas dans le bon sens, il faut revoir le diagnostic et ne pas passer à côté d'une complication. Non, qu'est-ce qui se passe? Reprendre. C'est clair, on est connecté? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Parfait. Alors, l'autre volet, ce sont les complications, donc les complications dégénératives. Alors, les complications dégénératives, elles peuvent siéger aussi dans n'importe quel territoire. La première complication, c'est les ulcères de jambes. Les ulcères de jambes, c'est une perte de substance au niveau prémalléolaire. Donc, vous le voyez, tout ce que je vous montre comme photo, c'est des patients donc, du service. Là, c'est un sujet âgé de 30 ans qui fait un ulcère de jambe, donc une perte de substance. Les ulcères de jambes, généralement, siègent au niveau prémalléolaire, soit la malléole interne ou la malléole externe, et c'est généralement post-traumatique, même une piqûre de moustique.
il s'est gratté parce qu'il a été piqué à ce niveau-là. Chez un sujet normal, ça cicatrise rapidement. Chez un drépanocytaire, non. Ça va, c'était tout petit, ça risque de s'étendre et de ne pas cicatriser. Ça peut durer des années dans cet état-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une microvascularisation à ce niveau-là et qu'il y a un défaut d'oxygénation et la peau aura du mal à cicatriser. Et parfois, on a recours à faire des échanges transfusionnels pour réduire l'hémoglobine S et pour ramener de la A1 pour permettre donc de bien oxygéner ces tissus-là pour avoir une cicatrisation. Deuxième complication, ce sont les ostéonécroses. Donc, vous le voyez ici, par exemple, et là, on l'a dit que dans les extrémités donc, des segments, au niveau des articulations, on a vu une microcirculation, ce sont les organes les sites les plus touchés. Donc, par exemple, ici, l'individu fait une ostéonécrose de la tête fémorale. La tête fémorale, contrairement à celle-là qui a gardé sa sphéricité, elle est bien ronde. Là, vous voyez, elle est complètement grignotée. C'est une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Et là, c'est une disparition pratiquement totale de la tête fémorale. Donc, c'est une ostéonécrose de la tête fémorale. Alors, au niveau du rein, on va avoir également une vaso-occlusion. Alors, c'est une vaso-occlusion qui peut être aiguë. Donc, cette vaso-occlusion va donner une nécrose et une ischémie, une nécrose qui est secondaire à une ischémie papillaire. Papillaire, ça va donner des hématuries. L'hématurie, elle peut être microscopique comme elle peut être macroscopique. Ensuite, l'ischémie, elle va donner une hypertrophie glomérulaire parce que c'est des crises, on l'a dit, vaso-occlusives répétées dans le temps, donc l'organe va souffrir. Ça va donner une hypertrophie glomérulaire, ça va donner de la fibrose et on va voir apparaître une protéinurie et donc un syndrome néphrotique. Ces complications-là, on doit les détecter précocement pour les traiter précocement, sinon on va arriver à l'insuffisance rénale terminale. L'œil aussi peut être le siège donc de cette vaso-occlusion. Alors, on va avoir une ischémie. Après l'ischémie, donc, on va avoir comme au niveau du vaisseau une néovascularisation. Cette néovascularisation de mauvaise qualité, quand il y a une hyperpression, elle risque de faire une hémorragie. Les lithiases vésiculaires, donc toutes les hémolyses chroniques risquent de se compliquer de lithiase vésiculaire, ça c'est classique. Il faut savoir les rechercher et les enlever à froid. Donc il faut opérer un drépanocytaire à froid, donc en dehors de toute complication aiguë. Les atteintes cardiaques, donc ils peuvent faire des cardiomyopathies dilatées, des HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire, le même principe que la vasculopathie sténosante cérébrale. Et puis, les syndromes restrictifs pulmonaires, pourquoi? Parce qu'il fait durant toute sa vie des syndromes thoraciques répétés. C'est une vaso-occlusion au niveau pulmonaire. Et donc, il y a une souffrance de l'organe, il y a une amputation progressive donc des champs pulmonaires et on arrivera à un syndrome restrictif et donc à une insuffisance respiratoire chronique. Alors, comment prendre en charge le patient drépanocytaire? D'abord, c'est l'éducation thérapeutique. On doit apprendre aux patients à éviter les facteurs déclencheurs de la polymérisation. On doit éviter le changement brusque de température, c'est-à-dire qu'il était dans une chambre chaude, il ne faut pas qu'il passe dans une chambre froide et vice-versa. Il faut éviter l'altitude, il faut éviter l'exposition aux grandes chaleurs, il faut éviter de voyager dans des avions non pressurisés. Maintenant, c'est plus le cas, tous les avions sont pratiquement pressurisés. Il doit bien s'hydrater, il doit prendre 3 litres d'eau par 24 heures systématiquement. Sa vaccination doit être à jour selon le carnet vaccinal national auquel on va rajouter l'antipneumocoque, l'antihépatite B, c'est inclus maintenant, l'anti-hémophilus influenzae et l'anti-méningocoque. Les sujets doivent prendre de façon systématique aussi leur folate. Donc, tous les jours, ils prennent son comprimé de 5 mg de folate pour éviter donc les carences en folate. Alors, comment traiter une crise vaso-occlusive maintenant? Simple. Il faut d'abord rechercher le facteur déclenchant. Il faut lever le facteur déclenchant. Si vous ne traitez pas et si vous ne levez pas ce facteur, la vaso-occlusion, elle va persister. Il faut bien hydrater le malade, 2 à 3 litres par 24 heures. Alterner sérum salé, sérum glucosé. Il faut assurer une bonne oxygénation, même s'il n'est pas en détresse respiratoire, ça va l'aider. Il faut le réchauffer. Il faut lui donner ses folates parce que la crise vaso-occlusive, elle risque de faire chuter le taux d'hémoglobine. Et on va calmer cette douleur par des antalgiques mineurs d'abord, on surveille le malade et on augmente par palier selon le palier des antalgiques. Mais attention à l'utilisation des morphiniques, parfois il faut aller donner des morphiniques parce qu'il ne faut pas laisser le malade souffrir, parce que même la souffrance de la douleur, et ça donne une hypoxie. Et l'hypoxie,
si vous allez engendrer cette hypoxie, vous risquez d'engendrer un syndrome thoracique aigu. Mais attention à l'utilisation des morphiniques parce qu'ils dépriment les centres respiratoires. Donc, il faut vraiment laisser au stade ultime et les donner donc à dose adéquate et sous surveillance médicale pour ne pas engendrer une hypoxie sévère qui risque de donner un syndrome thoracique aigu. Alors, s'il fait une aggravation de son taux d'hémoglobine, il faut le transfuser, c'est une transfusion simple, isogroupe Isorésus, et c'est du sang phénotypé, filtré. Il faut enlever les globules blancs et les plaquettes, c'est par la filtration, pour éviter les réactions d'allo-immunisation qu'on va voir quand on fera le cours sur la transfusion. Et voilà, comme si vous transfusez de façon répétée les patients, vous tombez dans le risque d'hémochromatose qu'on a vu hier. Et donc, il faut savoir rechercher cette hémochromatose et la traiter, comme chez le thalassémique. Et attention à l'allo-immunisation. Donc, on va en parler dans la transfusion. Les infections, si vous suspectez une infection, donc il ne faut pas hésiter à faire vos prélèvements bactériologiques et mettre en route une antibiothérapie probabiliste en fonction donc du site et du germe suspecté. Et ensuite, vous allez corriger en fonction des résultats de l'antibiogramme. Alors, si la douleur, si la crise vaso-occlusive persiste, ou s'il y a d'autres complications telles qu'un syndrome thoracique aigu, tel qu'un AVC, tel qu'un priapisme, tel qu'un sepsis sévère, il faut aller faire des échanges transfusionnels. C'est une exsanguinotransfusion, c'est-à-dire qu'on va faire saigner d'un côté le malade d'un membre et dans l'autre membre, une deuxième voie d'abord, on va le transfuser par du sang normal contenant de la A1. La saignée va permettre de réduire l'hémoglobine S et la transfusion va lui ramener de la A1, ce qui va donc réduire donc, toutes ces complications aiguës. Donc c'est simple, ça se fait par deux moyens, soit une méthode manuelle, donc on le fait avec deux voies d'abord, soit par un automate, c'est ce qu'on appelle l'érythraphérèse, c'est comme l'automate du dent de plaquette. Unitaire, donc on branche l'individu à l'automate avec deux voies d'abord de gros calibre. Une voie, elle va aspirer le sang, prendre les globules rouges, réinjecter le plasma au patient et de l'autre côté, on va transfuser le sujet. Alors, le cas particulier maintenant de la grossesse chez le drépanocytaire. Les femmes drépanocytaires gardent leur fertilité. Elles peuvent faire des grossesses, mais la grossesse est une situation à risque pour la patiente drépanocytaire, que ce soit sur le plan maternel ou sur le plan fœtal. Sur le plan maternel, elle risque de déclencher des crises vaso-occlusives. La patiente qui ne faisait pas de crise risque d'en faire. On note également la fréquence donc, des infections, surtout les infections urinaires, l'aggravation de l'anémie donc de base. Elle vivait avec 9 grammes d'hémoglobine. Avec la grossesse, elle va faire des 6 et des 5 grammes d'hémoglobine parce qu'il y a l'hyperactivité médulaire. Elle risque de faire des syndromes thoraciques, elle risque de faire surtout une toxémie gravidique. C'est pour ça que c'est une malade. Dès que la drépanocytaire a une grossesse, elle doit être surveillée de façon régulière et avec des rythmes variables en fonction du terme de la grossesse. Et au dernier trimestre, il faut craindre la toxémie gravidique. Pourquoi? Parce qu'il y aura des vaso-occlusions également au niveau du placenta. Et c'est ça qui est à l'origine de cette toxémie. Chez le fœtus, on peut avoir une hypotrophie, on peut avoir une prématurité et même une mort fœtale. Donc, la grossesse chez une drépanocytaire doit être suivie de façon très régulière et multidisciplinaire en collaboration avec le gynéco-obstétricien. Alors, on s'est occupé du patient. Maintenant, la prévention. On doit dépister les porteurs. Les parents, oui, ils sont porteurs. On va leur dire, voilà, vous avez encore 25% de malchance d'avoir des enfants malades. En vue d'un conseil donc, génétique, il faut faire le dépistage dans la famille aussi. Le diagnostic anténatal, il se fait ailleurs, oui. Dès qu'il y a la grossesse, donc on fait la biopsie du trophoblaste, on recherche la mutation génétique et dans certains pays, il est autorisé de faire l'interruption de grossesse. Dans certains pays où l'interruption de grossesse n'est pas autorisée, tel qu'en Arabie Saoudite, donc ils ont court-circuité ce problème en faisant le diagnostic pré-implantatoire. Et donc, ça se base sur le principe de la fécondation in vitro. On prélève on fait une fécondation in vitro et on étudie donc l'ADN de l'embryon et on va implanter à la mère que l'embryon qui est ça. Ce
qu'il faut faire aussi, c'est un dépistage néonatal, surtout dans les pays où on ne peut pas faire tous ces dépistages-là précoces, pour prendre en charge précocement les patients, parce que vous avez vu que durant donc, chez le nourrisson, on a beaucoup de complications infectieuses. Ils décèdent généralement par des complications infectieuses, surtout des méningites et des pneumopathies. Donc, il est important de connaître si l'enfant est les porteurs de la drépanocytose pour le prendre en charge correctement. Voilà, on a fini avec la drépanocytose. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne avec le deuxième cours? Vous me dites s'il vous plaît. C'était trop long apparemment. Pause, pause, pause. Pause de combien? Pause de combien? Wow, 15 minutes. C'est quand vous voulez, hein. Vous me dites. 5 minutes. OK. Pause de 5 minutes. Et on enchaîne. 5 minutes. Entre-temps, marquez les questions. On ne perd pas de temps. C'est trop tôt pour parler d'examen. C'est encore trop tôt pour parler de l'examen. Très bien. Donc, la question qui est posée, si l'hémoglobine F persiste, elle va protéger contre la falciformation, mais elle garde de l'oxygène. Oui, la présence d'une hémoglobine fœtale dans le globule rouge drépanocytaire va protéger contre la falciformation. Donc, le globule rouge qui contient cette hémoglobine F et cette hémoglobine S ne va pas polymériser comme celui qui n'en a pas. Mais pour l'affinité de l'oxygène, elle se trouve sous une faible portion, hein. Au maximum, le patient aura 20% d'hémoglobine fœtale. Ce n'est pas comme dans la thalassémie où c'est 100%. Donc l'oxygénation, elle est assurée, il n'y a pas de problème. Le NO, c'est un vasodilatateur vasculaire, donc il se trouve chez tout le monde et il risque d'être inhibé par une hémoglobinémie quand on a une hémolyse intravasculaire. Alors, l'autre question, madame, est-ce qu'on peut dire que la drépano est une façon créée par l'organisme pour lutter contre la malaria? Alors, oui. Alors, ce qui a été prouvé dans le temps, c'est que les gens qui avaient une drépanocytose ne mouraient pas en Afrique de paludisme. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine S confère aux globules rouges une résistance au paludisme parce qu'il y a un défaut d'oxygénation. Donc, le globule rouge drépanocytaire ne peut pas être une hôte donc, pour le paludisme. Il ne trouve pas son compte dans ce globule rouge. C'est pour ça qu'il ne vivait pas. Il ne survivait pas dans le globule rouge drépanocytaire. Et la malaria a tué les patients non drépanocytaires et pas les patients drépanocytaires. Alors, madame, une fille avec drépano, risque mortel? Non, pourquoi vous voulez qu'elle ait un risque mortel? Elle peut avoir ses règles le plus normalement que possible. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucune relation, mais
C'est une patiente drépanocytaire qui n'a pas ses 12 grammes d'hémoglobine, donc elle a une anémie chronique. Donc ces menstruations-là doivent être bien contrôlées. Il ne faut pas qu'il y ait du trouble des règles, il ne faut pas qu'il y ait de métrorragie, il ne faut pas qu'il y ait de ménorragie. Donc il risque de créer une anémie supplémentaire par carence en fer ou par spoliation sur une anémie déjà chronique, tout simplement. Alors, on ne peut pas parler de l'examen maintenant. Je vois des questions, sera-t-il des QCM ou ce sera des crocs? Je ne peux pas vous répondre maintenant. Allez, on enchaîne, on va commencer. Les 5 minutes sont passées. Donc, on va enchaîner maintenant avec l'hémophilie. Hier, on a parlé de l'hémostase et là, on va parler donc de l'hémophilie. Alors, c'est quoi l'hémophilie? L'hémophilie, c'est une affection héréditaire, c'est une maladie génétique, c'est une maladie qui est liée au sexe. Pourquoi liée au sexe? C'est une maladie gonosomique. Les femmes sont conductrices et seuls les garçons, dans la grande majorité des cas, sont malades. Elle est secondaire à quoi, cette hémophilie? Elle est secondaire à un défaut donc, de production, un défaut de production donc, de certains facteurs de la coagulation, soit le facteur 8 qu'on appelle l'anti-hémophilique A, soit le facteur 9 qu'on appelle l'anti-hémophilique B. Alors, on l'a fait hier que la synthèse de ces facteurs était codée par des gènes et l'absence d'un gène ou un défaut de fonctionnement correct de ces gènes risque de donner une défaillance et un défaut de production de tel ou tel facteur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'hémophilie A est plus fréquente que l'hémophilie B. Elle représente 80% de l'ensemble des hémophiles, de l'ensemble des hémophiles. L'hémophilie B ne représente que 20%. Alors, son incidence, c'est une maladie qui est rare quand même par rapport à la maladie de Van Willebrand. Dans le monde, on enregistre 1 sur 5000 naissances, un hémophile sur 5000 naissances de garçons. Dans la majorité des cas, dans 70% des cas, on a une histoire familiale, c'est-à-dire comme c'est une maladie génétique, quand on fait un interrogatoire en remontant, surtout du côté maternel, parce que c'est une affection gonosomique, on va retrouver une histoire dans la famille, soit chez les oncles maternels, soit chez les cousins maternels. Mais dans 30% des cas, on ne retrouve pas cette histoire-là et il s'agit d'une mutation nouvelle. Donc, soit chez l'enfant lui-même au moment du développement embryonnaire, il y a eu une aberration chromosomique qui a fait qu'il y a eu une altération au niveau du gène qui code la synthèse de l'un ou l'autre facteur, ou chez la maman en elle-même quand elle était en développement embryonnaire et qu'il n'y avait pas d'histoire familiale auparavant. C'est pour ça que l'interrogatoire chez un hémophile est très important, donc pour rechercher une histoire hémorragique dans la famille. Alors chez nous en Algérie, on a fait un recensement en 2017 et on a colligé 2362 hémophiles. Mais ce chiffre-là reste sous-estimé. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes mineures qui ne sont pas très symptomatiques et qui ne sont pas suivies dans des centres, des grands centres, donc les CHU. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas recensés. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était une affection donc gonosomique. Pourquoi? Parce que l'anomalie, elle est portée sur le chromosome X. Donc, seule la mère est conductrice et le croisement d'une mère conductrice avec un sujet sain va donner donc 50%, alors dans ces filles, 50% de ces filles seront conductrices et 50% de ces garçons seront hémophiles. Alors, les garçons sont hémophiles parce qu'ils vont hériter un seul X de la mère et c'est le X malade. Donc, 50% des filles sont conductrices, pas toutes, et 50% des garçons seront hémophiles, donc pas tous. Alors, si on a le croisement maintenant d'un hémophile avec une femme saine, non porteuse, toutes les filles d'hémophiles seront conductrices. Pourquoi? Parce qu'elles vont hériter du X malade du père. Et cet hémophile-là n'aura jamais de garçon malade parce que le X sera hérité de la mère qui n'est pas porteuse. Donc, c'est une affection gonosomique. Pourquoi? Parce que l'anomalie, elle est portée sur le chromosome X.
Vous avez certains cas particuliers où vous risquez d'avoir le croisement entre une conductrice et un hémophile. Ça peut arriver. Et là, à ce moment-là, on risque d'avoir une fille hémophile. C'est exceptionnel. Donc, vraiment, il se compte sur les bouts des doigts dans le monde d'avoir une fille ayant une hémophilie. C'est le résultat du croisement entre un malade et une conductrice. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiopathologique? Donc, vous n'avez pas le gène, vous n'avez pas le facteur, donc la coagulation ne va pas se passer correctement. Qu'est-ce qui intervient dans la coagulation dans la voie endogène? Donc, vous avez le facteur 8 et le facteur 9. On l'a dit hier qu'ils étaient produits principalement au niveau du foie, qu'ils avaient une durée de vie donc variable. Le facteur 8 a une demi-vie de 8 à 12 heures et qui circule au niveau plasmatique couplé au facteur de von Willebrand qu'il protège contre la protéolyse. C'est le von Willebrand qui protège le facteur 8 contre la dégradation protéique. Si on n'a pas de facteur de von Willebrand, le facteur 8 risque d'être rapidement protéolysé. Alors, c'est important de connaître la notion de demi-vie. Pourquoi? Quand vous allez traiter les patients, il faut avoir cette notion parce que vous devez injecter le produit au patient après ce délai-là. Sinon, le patient va encore re-saigner. Le facteur 9, lui, il a une demi-vie qui varie de 12 à 24 heures et lui, sa synthèse est vitamino K dépendante. Ça, on l'a fait normalement hier. Alors, vous avez un déficit en facteur. Ce qu'il faut savoir que chez l'hémophile, il a une hémostase primaire qui est intacte, qui est normale. Il n'a pas d'atteinte plaquettaire, il n'a pas d'atteinte, une maladie vasculaire constitutionnelle. Donc, l'hémostase primaire se passe le plus normalement que possible. Et il faut respecter cette hémostase primaire parce que non seulement il a une anomalie de la coagulation, il ne faut pas lui donner ou créer des situations, il ne faut pas lui donner certains médicaments ou créer des situations qui risquent d'altérer l'hémostase primaire. L'hémophile ne saigne pas par un trouble d'hémostase primaire, donc il n'a pas d'hémorragie spontanée. L'hémorragie spontanée est l'apanage des troubles de l'hémostase primaire et vous l'avez fait en troisième année en sémiologie. L'hémophile ne fait pas de pétéchie et il ne fait pas d'échymose d'apparition spontanée, c'est souvent post-traumatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de facteur 8 ou du facteur 9. Le résultat, c'est un défaut d'activation du facteur 10 et donc vous n'aurez pas la formation de fibrine. Donc, quand est-ce qu'on a besoin de la coagulation? C'est quand l'hémostase primaire n'arrive pas à elle seule à arrêter le saignement. Et généralement, c'est quand il y a des traumatismes donc, et des lésions, des saignements provoqués. Sur le plan biologique, qu'est-ce qu'on aura? Étant donné que c'est une atteinte de la voie endogène par atteinte du 8 ou du 9, donc qu'est-ce qui explore la voie endogène? C'est le TCA. Vous allez avoir un TCA qui est allongé. Le TP qui explore la voie exogène sera normal. Alors, ce qu'on voit ici, ce qui est schématisé ici, c'est les différentes fractions de facteurs qui ressemblent à des morceaux de sucre. Quand vous avez une lésion, il va y avoir une cascade d'activation, c'est ce qu'on a fait hier. Un facteur activé va activer l'autre et ainsi va jusqu'à fermer la brèche vasculaire chez un sujet normal. Chez un hémophile, à un moment donné, il va y avoir l'activation de la coagulation, mais ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que soit il n'y a pas le facteur, soit qu'il est présent mais en quantité insuffisante pour assurer la suite de la cascade de la coagulation et donc l'individu va continuer à saigner. Donc le résultat, c'est un trouble de la coagulation, c'est un défaut d'arrêt des saignements et donc c'est la symptomatologie la plus importante d'un hémophile, ce sont les hémorragies post-traumatiques souvent. Donc, sur le plan clinique, ce sont des hémorragies qui peuvent être sévères, même après un traumatisme minime par leur localisation. Quand est-ce qu'on va découvrir cette hémophilie? Généralement, l'hémophile est découvert avant l'âge de 2 ans, surtout dans la forme sévère. Alors, on peut le découvrir en période déjà au moment de l'accouchement. Donc, si la maman, si on ne sait pas que le bébé est hémophile, il va y avoir un accouchement dystocique, un accouchement difficile. Parfois, dans les accouchements difficiles, on utilise certains instruments pour extraire le fœtus, tels que le forceps. Le forceps, vous connaissez, c'est une grande pince qu'on va utiliser pour extraire le fœtus en se fixant sur la tête et on va tirer. Donc, si c'est un hémophile, on risque de créer une hémorragie méningée et donc de mettre en jeu le pronostic vital.
Deuxième situation, c'est au J7 ou au J10 de la naissance. Donc, chez tout le monde, on va avoir la fameuse chute du cordon ombilical. Alors, chez un sujet qui n'est pas porteur d'une maladie hémorragique, ça va chuter le plus normalement, ça va pas saigner. Mais chez quelqu'un qui a un trouble de l'hémostase, principalement un hémophile, il peut avoir une hémorragie à la chute du cordon ombilical parce qu'il y a un défaut de coagulation. Alors, sinon, c'est quand il commence à marcher à quatre pattes, être en contact avec le milieu extérieur, ça vous le savez, donc il va être soumis à des traumatismes, il risque de chuter, et là, il va commencer à saigner de façon anormale, et également lors de l'apprentissage de la marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau clinique est le même, quel que soit le type d'hémophilie, que ce soit A ou que ce soit une B, et que la sévérité de l'affection, elle est transmise de la même manière au sein d'une même famille. On ne peut pas avoir quelqu'un qui a un frère qui a un taux de facteur à 2% par exemple et l'autre qui a 15%. Ça n'existe pas. C'est le même taux de facteur, donc la symptomatologie est la même. Alors, où est-ce que ça va siéger ces hémorragies? Ces hémorragies peuvent siéger dans n'importe quel territoire et ils peuvent mettre en jeu donc soit le pronostic vital par leur localisation, par exemple quelqu'un qui fait un traumatisme de la bouche, qui fait un traumatisme de la langue, risque, si on n'arrête pas le saignement, de faire un hématome de la langue et mourir par asphyxie. Il peut faire également mettre en jeu le pronostic fonctionnel. Quelqu'un qui fait un hématome au niveau donc du psoas, ou au niveau de la cuisse, au niveau de la jambe, s'il n'est pas pris en charge correctement, il risque de comprimer le paquet vasculo-nerveux parce qu'on est dans une loge musculaire et dans la loge musculaire, vous avez ce paquet-là et le patient risque de perdre la fonction donc, du membre. Il peut recevoir un traumatisme sur l'œil et faire un hématome donc des muscles du globe oculaire et avoir donc une compression soit de l'artère, soit du nerf optique et avoir une cécité. Donc, en fonction de ces localisations-là, on peut mettre en jeu soit le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel. Alors, quelles sont les hémorragies caractéristiques de l'hémophile? Alors, généralement, d'abord, elles sont post-traumatiques, exceptionnellement spontanées. Et s'il y a des saignements spontanés, il faut toujours penser à une lésion sous-jacente organique. Un hémophile qui fait une hémorragie digestive, qui fait probablement une gastrite ou un ulcère gastrique, donc il ne peut pas saigner spontanément sans qu'il y ait une lésion sous-jacente, surtout au niveau du tube digestif. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme accident? Ils font essentiellement des hémarthroses. Comme son nom l'indique, c'est des saignements au niveau de l'articulation. Donc, un saignement au niveau de l'articulation, vous le voyez ici. Donc, on va avoir par exemple un gros genou. Donc, vous voyez la différence. Tuméfié, chaud, douloureux et immobile. Alors, ça survient une hémarthrose soit après une longue marche, soit à une montée d'escalier importante ou une descente importante, c'est-à-dire qu'il a sollicité son articulation plus que d'habitude et ça a saigné. Qu'est-ce qui saigne? C'est la synoviale qui saigne quand elle est très sollicitée. Alors, cette hémarthrose, elle peut siéger dans n'importe quelle articulation et elle va être à l'origine d'une immobilisation. C'est une immobilisation qui risque de durer dans le temps. Ça peut arriver jusqu'à 10 jours et 15 jours. Et ça, c'est pas bien pour les muscles adjacents. Vous le voyez par exemple ici, c'est une image d'un enfant qui a une arthropathie, qui faisait des hémarthroses récidivantes au niveau du coude, donc à l'origine d'une détérioration de l'articulation. Et vous voyez la différence entre les deux bras. On assiste ici à une amyotrophie, donc à un déficit musculaire. Et ça, c'est pas bon. C'est un membre qui n'est pas très fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des épisodes d'immobilité très importantes et fréquentes. C'est pour ça qu'on évite ces situations-là. Alors, le problème, on va le voir dans les complications tout à l'heure, de ces hémarthroses, c'est qu'on est toujours en contact avec le milieu extérieur, donc il y aura toujours des traumatismes, les articulations seront soumises à ces traumatismes et ces hémarthroses vont être récidivantes. Alors, ils saignent dans l'articulation, quand ils saignent, c'est le globule rouge et c'est le fer. Et on l'a dit hier que le métabolisme du fer se fait en vase clos, on n'élimine pas de fer, on élimine à peine 1 mg par jour et ce fer donc, au niveau de l'articulation, il va rester dans l'articulation et il est très toxique libre, dans sa forme libre pour les chondrocytes et pour l'os. Donc, l'articulation, avec le temps, elle va être altérée et on assistera à une arthropathie, à une destruction de cette articulation à l'origine d'handicap. Le deuxième type donc d'hémorragie, ce sont les hématomes.
Les hématomes, donc, ils sont soit superficiels, soit profonds. Donc, ça dépend de l'importance du traumatisme. Donc, les superficiels, généralement, c'est là au niveau des espaces sous-cutanés, ils ne posent pas de problème. Mais les hématomes profonds, c'est dans les loges musculaires. Et par leur localisation, je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent mettre en jeu soit le pronostic fonctionnel par le syndrome de Volkmann, une compression du paquet vasculo-nerveux, ou par mettre en jeu le pronostic donc fonctionnel, par exemple un hématome au niveau donc, de la sphère ORL. Alors, c'était jusque-là hématome et hémarthrose, c'était les hémorragies non extériorisées, on ne les voit pas. Les hémorragies extériorisées, c'est tous les saignements qu'on objective. Il peut faire des hématuries. Les hématuries, elles sont secondaires soit à des migrations de calcul dans l'arbre urinaire. Quand le calcul avance dans l'arbre, il va donner des petites lésions, des micro-lésions de l'arbre urinaire. Chez un sujet sain, ça ne donne pas d'hématurie souvent, mais chez un hémophile, ça ne coagule pas, donc ça va donner des saignements. Soit suite à une infection urinaire, mais ils peuvent être sans cause également, des hématuries peuvent se voir sans qu'il y ait une cause sous-jacente chez les hémophiles. La prise en charge, elle est particulière chez des hématuries chez l'hémophile. Pourquoi? Parce qu'on